Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir mangaka? Ou est-ce votre rêve actuel de devenir mangaka? Eh bien sachez que vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui on va parler de la vie de mangaka et comment devenir un mangaka. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review d'œuvre et aujourd'hui on va parler de Bakuman. C'est un peu entre guillemets la première fois que je fais une review d'œuvre, j'avais déjà fait sur SNK mais juste la fin. Là on va vraiment parler de toute l'œuvre de Bakuman, donc on va parler du manga mais aussi de l'anime parce que j'ai regardé l'anime mais j'ai comparé un peu avec le manga pour faire cette vidéo. Et donc je vous parlais de la vie de mangaka puisque Bakuman c'est l'histoire de Mashiro et Takagi qui rêvent depuis le collège de devenir mangaka. Donc Mashiro au dessin et Takagi à l'écriture. On va suivre dans le manga et dans l'anime leur parcours pour devenir les mangaka les plus célèbres du Shonen Jump, puisque comme le manga est sorti dans le Shonen Jump, dans le manga Bakuman on parle que du Shonen Jump et de la Shueisha. Les éditeurs qui ont le manga Shonen Jump, ils vont tout tenter également pour avoir un animé. Donc voilà, donc c'est un manga des auteurs de Death Note, donc Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Mais évidemment on va pas parler que de la vie de mangaka ici, on va parler de mon avis, de la vie de mangaka et aussi on va parler un peu d'une adaptation d'animé d'un manga. Donc globalement il va y avoir quand même pas mal de spoil. Je vais essayer de faire avec un minimum de spoil, mais je peux pas faire une vidéo review sans spoil en fait, tout simplement. Je vais quand même essayer au maximum, mais ça va être compliqué. Donc on va commencer par mon avis, puis de toute façon on enchaînera dans l'ordre que je vous ai dit. Donc c'est parti. Pour moi, Bakuman, c'est vraiment un très bon manga et un très bon animé. Bon, je vais parler globalement de l'animé parce que le manga, comme je vous ai dit, j'ai un peu feuilleté pour comparer manga et animé, mais j'ai regardé l'animé. C'est une très très bonne œuvre. Très franchement, j'ai grave surkiffé l'ambiance qu'il y a. C'est dingue de se dire que c'est les mêmes auteurs que Death Note. Ils ont fait un truc hyper sérieux, hyper poussé, qui demande beaucoup de réflexion, et après ils ont réussi à faire un manga chill, un manga pas prise de tête, un manga un peu slice of life, parce que je crois que c'est dans les genres, dans les thèmes. C'est dingue, ça prouve le talent de Takeshi Obata et de Tsugumi Oba. C'est franchement, je trouve, un manga assez adapté aux jeunes comme aux plus âgés. On peut commencer, je pense, à lire assez jeune, enfin, tout est relatif, mais il y a quand même des choses un peu... Enfin, c'est pas adapté non plus aux très 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 jeunes, mais là où c'est sorti dans le Shonen Jump, donc on va dire Shonen Jump, c'est préadolescence, on commence à lire à peu près ça. Évidemment, il y en a qui sont plus jeunes qui lisent ça, mais dans une optique de moi, ce serait dans la préadolescence, et à cet âge-là, tu peux clairement lire ça, enfin, c'est tranquille, quoi. Et c'est tellement bien écrit que un jeune peut comprendre, et que, c'est pas écrit comme, par exemple, Beyblade, qui est vraiment adapté pour les gosses, quoi. Vraiment, c'est écrit pour des enfants. Aussi, ce que j'adore dans Bakuman, c'est évidemment le fait qu'on en apprenne plus sur le monde du manga et de comment on devient mangaka. Je vais vous en parler juste après, mais le fait d'en apprendre plus sur ça, ça m'a fait encore plus ouvrir les yeux sur plein de choses que je vous parlerai après, hein. Mais c'est trop bien de voir comment les mangaka travaillent. On les voit du coup travailler dans leur studio, enfin dans leur studio, ils appellent ça dans leur studio, je sais plus s'ils appellent ça un studio, leur atelier, voilà. C'est vraiment trop bien de voir comment on devient mangaka. Ça nous fait juste plus apprendre sur ce métier que je vais parler juste après, donc je vais pas m'étaler plus que ça. Je m'attendais pas à autant accrocher, puisqu'il n'y a pas que ça qui m'a fait accrocher, il y a aussi l'écriture des personnages principaux. Mashiro et Takagi, les personnages sont absolument attachants. Obata au dessin, ils sont bien, incroyablement bien, enfin ils sont bien, hein. C'est pas les plus beaux dessins de tous les mangaka, mais en même temps ils sont dans le jump, donc ils ont pas forcément beaucoup de temps pour bien faire leur dessin. Et Oba, il écrit, il est tellement bien. Les personnages sont correctement écrits, hein. On est dans un shonen, enfin c'est réaliste, on va dire. Et ça nous plonge directement dans l'univers, on a l'impression que c'est réel en fait. Il y a un petit aspect que j'ai trouvé hyper bien dans le manga, à chaque fin de chapitre. Donc en fait, quand on fait un manga, on fait ce qu'on appelle des storyboards pour mettre au point avec notre chargé d'édition. On en parlait un peu plus. Donc ceux qui sont par exemple à la Shueisha, donc ceux qui s'occupent de permettre que votre manga soit publié, et on fait un storyboard pour mettre au clair nos idées. Et mettre au clair à peu près comment on va dessiner les personnages à cet endroit-là. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à la fin, il y avait Oba et Obata qui montraient leur storyboard pour leur manga, et ils montraient chacun le leur. Du coup, ils en fait un chacun, et c'est vraiment hyper bien, parce que comme on parle de manga, c'est cool qu'ils nous montrent aussi comment eux font, comment ils font leur storyboard. C'est quand même un petit aspect que j'ai trouvé sympathique dans le manga. Voilà, donc globalement, c'est ça mon avis. On va certainement passer à la partie la plus intéressante et que j'ai très très envie de faire, parce que j'ai trop envie de vous parler plein de points différents, on va parler de la vie de mangaka. Bien évidemment, pour parler de la vie de mangaka, je vais me baser donc bien évidemment sur l'œuvre et sur pas mal d'extraits de l'œuvre. Donc je vous mettrai des extraits soit du manga, soit de l'animé. Parce que l'animé, je suis pas trop sûre de trouver des extraits, autant le manga, je vais trouver un peu plus d'images. Donc il y aura peut-être plus d'illustrations manga que d'illustrations animées, mais je trouve que manga, c'est très bien aussi. Donc tout d'abord, forcément, au début du manga, ils savent pas comment faire pour être mangaka, donc on apprend avec eux en même temps comment devenir mangaka. Comment devient-on mangaka au Japon? Parce que là, du coup, on va parler globalement du Japon, puisque c'est au Japon que ça se passe en majorité.
cette œuvre se passe au Japon. Pour devenir mangaka, on doit présenter une de nos œuvres à un éditeur. Mashiro et Takagi vont contacter, après avoir écrit donc leur première œuvre qui s'appelle Les Deux Terres, le Jump, le Shonen Jump, donc le Weekly Shonen Jump, qui s'appelle le Jack dans l'animé, mais je sais pas pourquoi ils ont pas eu le droit de dire Jump et Shueisha dans l'animé. Il doit y avoir une raison. C'est vrai que j'ai pas fait la recherche, mais il y a certainement une raison de droit. Bref, c'est pas le détail le plus important. Donc ils contactent la Shueisha. Ils vont ensuite, suite à ça, avoir une réunion avec un chargé d'édition. Donc là, ce sera Hattori-san, l'un de mes personnages préférés de toute l'œuvre. Il est absolument incroyable, Hattori. Et globalement, suite à ça, ça va être présenté au directeur du magazine. Et globalement, cette œuvre est présentée. Ensuite, elle est potentiellement publiée dans le magazine et en fonction des retours des lecteurs, soit ils envisagent une série pour cette œuvre, soit ils retravaillent l'œuvre ou ils font totalement une nouvelle œuvre qu'ils vont proposer à nouveau plus tard au directeur pour faire une courte histoire, c'est ce qu'on appelle des courtes histoires, et voire peut-être une sérialisation à la clé. Et globalement, comment on écrit un manga? Tout simplement, t'as Takagi qui s'occupe de faire des storyboards et de mettre au clair ses idées. Donc avant je crois qu'il écrit sur son ordinateur et après il fait les storyboards au papier, qui sont présentés à Hattori-san. Mais après ils font la version finale avec le dessin et l'ancrage, avec le blanc, je crois, genre pour faire des reflets tout simplement. Et ensuite cette version finale est représentée à Hattori-san et ensuite à la réunion d'édition. On va l'appeler la réunion d'édition et après publication, sérialisation, etc., etc. Évidemment, ceci c'est vraiment un travail hyper dur. Je pense qu'en France, on idéalise le métier de mangaka, alors que c'est un métier hyper rude, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Et on le voit bien dans l'anime et dans le manga. Tout simplement, quand on a une série ou juste un manga qui se publie dans le Shonen Jump, il y a des votes. Globalement, les lecteurs doivent voter pour leurs 3 œuvres préférées de tout ce qu'il y a. Donc il y a une vingtaine d'œuvres, je crois, dans le Shonen Jump. Et ça va faire un classement. Et en fonction de ce classement, soit t'es super bien classé, ça veut dire que l'œuvre est hyper bien, enfin hyper populaire. Ça veut pas dire que c'est bien. Popularité et bien, c'est complètement différent. Ça veut dire que du coup, le lecteur accroche et que tu peux continuer ton œuvre, mais plus t'es bas et plus t'es, en insécurité. Et ça crée quand même vachement de stress dans la tête des mangaka parce que ils doivent se dire, mais si jamais je suis pas bien, je peux risquer l'arrêt de ma série et ça se trouve, je me retrouverai avec pas beaucoup de revenus pour pouvoir vivre en fait. Même si concrètement les mangaka n'ont pas trop de vie en dehors du manga, hein, je vais vous en parler juste après, faut quand même qu'ils vivent, faut quand même qu'ils mangent, qu'ils puissent payer leurs assistants, parce que quand t'as une série, t'as des assistants. Mais ça impacte énormément le mental, qui impacte énormément le physique aussi, c'est que tu travailles quasiment toute la semaine. Ils avaient déjà partagé leur planning, à peu près, ils en parlent un peu de temps en temps. En fait, globalement, ils doivent rendre un chapitre tous les lundis. Et tous les lundis, du coup, ils doivent avoir un chapitre de fini. Donc en gros, toute la semaine, ils bossent dessus. Quand ils ont une série, hein, même s'ils ont des assistants, bosser dessus toute la semaine, ça prend quand même énormément de temps de faire storyboard, réunion avec le chargé d'édition, faire tous les dessins au crayon, ensuite faire tout l'ancrage, même si les assistants sont là pour beaucoup aider, mais t'as une vingtaine de pages. Et ça prend énormément de temps et énormément d'énergie mentale et physique. Ce qui a des répercussions, du coup, je vous l'ai déjà dit, sur le physique et sur la santé. On l'a vu dans le manga avec Mashiro qui a fini. Ils étaient encore au lycée à ce moment-là parce qu'ils ont eu une série au lycée. Lycée plus série dans un hebdomadaire, pas très bien pour la santé. Puisqu'en fait, Mashiro a fini à l'hôpital. En gros, globalement, il a eu des problèmes de foie parce qu'il était sous-alimenté. Mais clairement, le fait qu'il soit dans un hebdomadaire, c'est-à-dire un chapitre toutes les semaines, c'est juste inhumain pour un mangaka. Et faut le voir, tous ceux qui font donc qui sont dans le Shonen Jump et dans d'autres magazines hebdomadaires, donc dans le Shonen t'as My Hero Academia, t'as Jujutsu, je suis pas sûre, t'as One Piece, ça bousille ta santé, donc les problèmes de santé. C'est pour ça que notamment l'auteur d'Hunter, il est pas trop souvent là aussi parce qu'il a pas mal de problèmes de santé. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais les mangakas sacrifient leur vie à écrire leurs œuvres. C'est rude en fait, c'est rude en fait. Je le savais déjà avant de regarder l'œuvre, mais là ça m'a encore plus interpellée sur ça en fait. Globalement, ils font du surmenage et voilà, on a beaucoup vu Mashiro faire des nuits blanches notamment. Ça fait mal de dire qu'au Japon, ils sont pas considérés comme des artistes, ils sont considérés comme des salariés. Il y a une interview d'Isayama, que je vous mettrai dans le i en haut à droite, ou c'est là, je sais plus. Une interview d'Isayama qui parle de ça, et je vais vous dire une phrase qu'il a dit. Au Japon, le public juge une œuvre en la considérant comme un produit commercial, alors que l'œuvre est jugée de manière totalement différente à l'étranger, surtout en France. Quand on vient en France, on nous considère comme des artistes, et comme je n'ai pas conscience d'être un artiste, je me dis ah bon, je suis un artiste? Parce que j'ai surtout l'impression de fabriquer un produit. Les mangakas sont considérés comme des salariés et les mangas comme des produits commerciaux. On s'en fout de leur santé physique et mentale. J'ai l'impression qu'on veut tout pour l'argent.
Vous allez me dire, c'est le but du monde capitaliste. Je résume le capitalisme, oui. Mais là, vraiment, on se rend vraiment compte que vraiment le capitalisme fout la santé, mais la santé des mangaka en l'air, quoi. Tout ça parce qu'ils veulent de l'argent, qu'ils veulent la popularité, qu'ils veulent le succès absolument d'une œuvre. Et le fait que les mangaka soient des employés, qui soient publiés dans un hebdomadaire, ça n'utilise pas le plein potentiel des mangaka. Leur plein potentiel, que ce soit en dessin ou en écriture, n'est pas utilisé en fait, puisqu'ils sont restreints en temps. Une semaine pour faire un chapitre, c'est trop peu. Et on n'a pas le plein potentiel de l'œuvre aussi, du coup, qui sont pas à leur capacité maximale pour faire un manga, alors que dans un mensuel ou dans un bimensuel, c'est déjà plus faisable. Donc en parlant de succès, à la fin de l'œuvre, ils avaient une œuvre qui était très populaire, qui s'appelle Pishipi, et en fait, ils ont voulu commencer une autre œuvre. Ils avaient publié donc une histoire courte qui s'appelle Rivershi, dans le shonen toujours, et en fait, ils avaient tellement trouvé ça hyper bien, les éditeurs, qu'ils voulaient potentiellement en faire une série, et ils voulaient le mettre dans un autre magazine, donc bimensuel shonen de la Shueisha, parce qu'en fait, ils voulaient pas enlever Tanto, parce qu'ils voulaient pas enlever Pishipi de publication du shonen, parce que c'était trop populaire, et la question s'est posée en réunion éditoriale. Quelqu'un a proposé de mettre Rivershi dans le shonen, puisque selon lui, étant donné que c'était tellement bien, ce serait du gâchis de le mettre dans un mensuel. En gros, pour eux, ça aurait été du gâchis de mettre une œuvre qui a été autant populaire, parce qu'elle a fini premier au sondage, j'ai oublié de le préciser, dans un magazine mensuel que peu de personnes lisent, alors que moi, au contraire, je suis d'avis contraire. C'est pas parce que c'est populaire qu'il faut le laisser dans le magazine, parce que ça a été populaire. Moi, je suis d'avis que, justement, dans un mensuel, t'as plus de chances de mieux réussir le manga. T'as plus de temps d'écrire, de bien développer ton histoire, de bien réfléchir sur l'histoire que dans un hebdomadaire où t'as moins de temps pour réfléchir à l'histoire, à comment faire ceci, comment faire cela, faire les dessins, etc. Pour moi, la meilleure solution. Après, comme ils avaient dans l'optique de vouloir un animé, notamment, donc ils l'ont eu avec Rivershi, effectivement, être dans le shonen, ça aide vachement pour avoir un animé, parce que Shonen Jump, c'est le magazine le plus populaire au Japon, et même à l'international, il s'est fait connaître à l'international, je peux dire que c'est populaire. Donc forcément, ça aide pour l'animé et la popularité, forcément. En parlant de succès également, ça nous apprend que le succès, la popularité, une bonne œuvre, ça se fait pas comme ça. On peut pas avoir notre succès à notre première œuvre comme leur rival, Eiji Nizuma, qui a eu du succès dès sa première œuvre. Ça n'arrive pas comme ça. Ça peut prendre du temps, comme ça peut prendre très peu de temps. Ça nous apprend que du coup c'est dur en fait d'être mangaka, parce que ça vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça. Il faut toujours repousser ses limites, chercher des nouvelles idées, des idées mieux qu'avant, pour plaire à plus de monde, pour que ce soit une meilleure œuvre. Et franchement, on le ressent bien dans le manga, parce qu'ils ont eu pas mal de mangas. Ils ont fait 9 mangas. Il y en a eu 3 sérialisés, et le reste c'était des histoires courtes. Tu fais plusieurs œuvres pour tester, au bout d'un moment tu auras quelque chose qui plaira à énormément de monde, et tu pourras faire une série dessus. Je sais pas si j'ai trop évoqué le sujet sérialisation, c'est vrai que j'en ai parlé vite fait, mais globalement la sérialisation d'une œuvre, ça arrive quand l'œuvre a eu un bon succès pour son histoire courte, que à la réunion ils ont accepté la sérialisation. Et quand il y a une sérialisation, il y a une œuvre qui s'enlève du shonen, hein, qui est du coup en bas du classement des votes. Et suite à la sérialisation, ensuite vous voyez vous chargez d'édition pour faire plusieurs chapitres, commencer quoi tout simplement votre vie de mangaka. Vous avez des assistants. Pour parler des assistants, globalement c'est des personnes qui viennent vous aider pour dessiner votre œuvre. Des personnes qui ont essayé d'être mangaka mais qui n'ont pas eu de succès. Ou c'est des jeunes qui veulent se lancer dans le manga mais qui n'arrivent pas à faire une œuvre qui n'arrivent pas à faire une œuvre assez bien, et qui veulent se tester aussi, donc ils viennent en tant qu'assistant, parce qu'il y a pas mal d'assistants, notamment Isayama, il a eu Tatsuya Endo en tant qu'assistant, auteur de Spy Family. On n'en parle pas assez, alors que c'est ceux qui aident les mangaka à faire que leur œuvre soit dans les temps. Je pense qu'on a parlé de tout ce que je voulais dire sur la vie de mangaka. Je pense que ce sera la partie la plus longue de la vidéo. Et donc là, on va parler vite fait de la partie animée. Et j'ai un gros point à parler dans la partie animée qui me saoule un peu, mais on n'y peut rien. Avec leur œuvre Rivashi, ils ont eu l'occasion du coup d'avoir un animé. Et cet animé, ils voulaient absolument l'avoir aussi, puisque Mashiro est amoureux de Azuki. Et Azuki, son rêve, c'est de devenir seiyuu, donc doubleuse. Et ils voulaient absolument que leur animé, l'héroïne, soit Azuki. Chose faite, puisqu'avec Rivashi, Azuki va obtenir le rôle. Et du coup, pour obtenir un animé, ils ont tout simplement été approchés par des personnes. C'était Tokyo, je sais plus trop quoi. Je sais plus le nom exact du studio. Suite à ça, évidemment, ça réfléchit par l'éditeur, en majorité, qui gère ça, parce que quand tu fais un manga, c'est l'éditeur qui a une part, et vous qui avez une part moins grande, globalement. Voilà, c'est plus trop votre manga, même si moi je considère qu'un manga appartiendra toujours aux auteurs, c'est mon avis. Mais c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Et donc du coup, ils ont une grosse part de décision là-dedans. Et quand on décide d'un animé, tout simplement, vous avez des réunions avec tous ceux qui s'occupent, donc le producteur, le réalisateur, le scénariste, et celui qui s'occupe de la directeur des animations. Et ils ont eu une réunion avec eux.
Mashiro et Takagi et Hattori aussi qui étaient là, bah, ils ont notamment abordé le sujet des doubleurs, parce que les mangaka peuvent choisir leurs doubleurs. Donc ça c'est hyper bien. Ils peuvent, s'ils ont des doubleurs, ils se demandent tiens cette personne-là serait parfaite pour ce rôle-là. Ils ont proposé à Azuki. Là ça fait un gros spoil si vous voulez pas savoir. À ce moment-là dans l'œuvre il y a eu un gros scandale sur internet et notamment les réseaux sociaux. Quand t'es doubleuse globalement, franchement si quelqu'un apprend que t'es en couple, que ce soit ça, hein, que ce soit doubleuse ou que t'es idol ou quoi, c'est la merde pour toi à un point. C'est comme ça au Japon. Je comprends pas pourquoi, mais écoute, c'est voilà. Et en fait, il y a une fuite comme quoi Azuki et Mashiro étaient ensemble. Et du coup, ça a été la merde parce que bah, si Azuki avait le rôle, ben ça aurait été du favoritisme. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait du coup des auditions publiques pour choisir Azuki. Et c'est Azuki qui a été choisie parce qu'elle avait vraiment appris le texte absolument incroyablement bien. Elle avait vraiment fait son taf quoi. Et du coup, je voulais parler du point que du coup doubleur, doubleuse et notamment doubleuse et idol aussi. Bah, au Japon, c'est tellement un autre monde là-dedans que qu'en fait elles sont idolâtrées à un point, ça m'en débecte puisqu'on a eu, on l'a pas vu dans l'animé mais dans le manga, un gars derrière son PC, le cliché du gars qui fantasme sur les idoles et les doubleuses quoi, et les meufs, ça m'a absolument débecté. Je sais que c'était comme ça, mais le fait qu'ils en parlent dans le manga, c'est cool, parce que c'est un sujet que je trouve absolument... C'est désolant de se dire qu'il y a des gens qui idolâtrent des gens, et ils viennent dans ta vie privée, et tu peux pas avoir de petite amie, tu peux pas... Enfin, ils en parlent aussi dans Oshinoko avec le fait que Ai ait des enfants. Franchement, moi j'en ai rien à foutre des gens qui sont en couple. Laissez-les vivre tranquilles. Et ça me débecte. Juste voilà, et le fait encore plus que voilà, juste les gars derrière leurs ordi ça c'est pareil pour toutes les meufs, hein. Ça me débecte, mais à un point, mais vous pouvez pas savoir à quel point. C'est bien qu'ils en aient parlé dans le manga, vraiment, et dans l'anime. C'est un sujet hyper important à parler, et c'est cool qu'ils en aient parlé. Ce qui est, je trouvais, avec un énorme culot, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont coupées généralement dans les animés et dans l'animé, quand on adapte un manga. C'est le cas de Bakuman, hein, c'est pour ça que j'ai checké le manga. Il y avait énormément de choses. La dernière saison, ils auraient pu faire 2 saisons. Ils auraient pu faire genre une saison de 24 et une saison d'une douzaine d'épisodes. Ils ont fait 24 épisodes pour 9 tomes. C'est n'importe quoi. Ils ont fait une adaptation, ils ont enlevé tellement de trucs à la fin. Et ils ont osé dire dans le manga que vous inquiétez pas, on essaiera de faire notre mieux on respectera l'œuvre et on adaptera tout l'œuvre. Il y a même pas toute l'œuvre dans l'animé. Dis donc, vous faites un petit peu de notre gueule les studios là. Ah, vraiment, c'était un culot. Oh, le culot pour dire ça. Ah, ça m'a fumé. Ah, ça m'a fait tellement rire. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a tous les animés, il y a tellement de passages enlevés. Vous vous rendez pas compte. Oh, quand j'ai vu ça, fou, je me suis pété de barre. Ah ouais, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que cette review de Bakuman vous aura plu. Si vous voulez partager également votre avis sur Bakuman, vous pouvez le faire en commentaire. Mon avis aussi sur la structure de la vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Notamment l'intro. J'ai fait une intro un peu accrocheuse. Je sais pas si c'était parfaitement parfait. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.